J'étais tout à fait inquiète d'être J'étais tout à fait inquiète d'être hors sujet, mais les interventions précédentes m'ont rassurée. Alors, écoutez, je ne suis pas une spécialiste de Ricoeur. Je connais son œuvre un peu. Les analystes de ma génération l'ont peu lu. Idiotie psychanalytique. Je n'ai pas d'autre diagnostic, sauf arrogance psychanalytique. Les analystes ont, quelques décennies avant, méprisé l'ensemble de la philosophie, puisque la philosophie ne parlait pas de la différence des sexes, il n'y avait rien à en tirer. Ils ont ignoré Ricoeur et tant d'autres en les mettant du côté du supplément d'âme. J'espère que les générations qui nous suivent seront... Oui, mépriser aussi la spiritualité, puisque l'analyse se devait d'être athée, alors il ne s'était rien passé de ce côté-là non plus. L'analyse paye extrêmement cher cette arrogance, et je souhaite de tout mon cœur que les générations qui nous succèdent soient moins sottes. En même temps, il faut lui reconnaître qu'elle est une discipline grandiose qui avait à sortir sa spécificité par différenciation de nombre d'autres disciplines, et que c'est un élément à mettre à son actif. Alors, faire une analyse et guérir de quoi? Ce titre n'est pas de moi. Il est de Nathalie Salzman, une très précieuse, une analyse tout à fait remarquable disparue il y a quelques années, tirée de son ouvrage De la guérison psychanalytique. Il est assez rare que les psychanalystes parlent de guérison. Vous allez voir comment elle le fait, et comment elle le fait en y allant pas de main morte. Pourquoi ce choix et pourquoi vous parlez de ça? Eh bien, parce que à cause de la question que vous avez posée tout à l'heure, Monsieur Sicard, un analyste peut-il ou doit-il être empathique? Il y a des années que je me dis fausse question, mal posée, posée avec une radicalité un peu absurde. D'un côté, il y aurait le soin et le besoin, du côté de la médecine. De l'autre côté, il y aurait la pulsion et le désir, du côté de la psychanalyse, comme si nous n'avions pas affaire à une interlocution, comme vous le disiez, entre êtres humains. Donc je suis passée par un article pur et dur, d'analyse vraiment pur et dur, que je vais vous citer longuement pour m'efforcer de remettre ce cloisonnement, à mon sens absurde, de le poser en d'autres termes. Que dit Nathalie Salzman dans cet article? L'homme est irrémédiablement frappé de folie. La marque de folie est inhérente à l'espèce humaine. Ni avantage, ni inconvénient, ni maladie, ni supériorité, ni infériorité. De la folie est intrinsèquement liée, chevillée à chaque histoire, en raison du caractère dominant de la dimension psychique dans ce qui fait le cours d'une vie. Irréfutable. Tout ce qui fait événement, dit-elle, dans une vie singulière, comme dans l'histoire de l'espèce, est pétri de psychique. L'événement le plus extra-psychique, extra-humain que l'on puisse imaginer, un événement extraterrestre, minéral, par exemple, quoi de plus radicalement étranger, ne prend existence pour nous que présenté par le psychique. La dominance de la dimension psychique dans l'existence humaine marque cette existence de folie. On peut être modérément fou, très fou, ou fou très secrètement. Mais fou et tourmenté, nous le sommes tous, inévitablement, contraints par notre nature psychique à vivre au-dessus de nos moyens et à ne pas pouvoir faire autrement. À naviguer entre tantôt démesure et tantôt impuissance. La démesure, dit-elle, est l'ancrage de l'humain, sa marque de fabrication, sa vocation naturelle. Mais réconfort, dit-elle aussi, prendre la mesure de l'ancrage humain dans la folie, c'est disposer d'une raison suffisamment solide pour vivre avec cette démesure, sans vivre ni dans sa terreur, ni dans son idéalisation.
Vous voyez combien elle est freudienne orthodoxe. Hein. C'est le type de raison que Freud a tenté d'exhumer, d'arracher à la fois à la déraison, à la rationalité instrumentale, enfin, etc., qu'il a fondé conceptuellement. Elle insiste. La vocation de folie n'est pas une circonstance anormale de la condition humaine. Elle n'est pas un état défini par des normes culturelles, scientifiques, historiques. Elle est à elle-même sa propre norme. Et le tourment d'impuissance et de pouvoir est le socle permanent et normal de toute vie. Une raison d'être irremplaçable, dit-elle en même temps, de la psychanalyse et son pouvoir de guérison. Alors, guérir quoi je veux dire, quel paradoxe, elle sait bien qu'on ne guérit pas de la condition humaine, qui est une maladie sexuellement transmissible, ô combien. Et ce terme de guérison est devenu tabou dans la littérature contemporaine. La formule de Lacan, la guérison vient de surcroît, signifie simplement que la psychanalyse manque à son pouvoir si elle vise la guérison de symptômes. C'est le b.a.-ba de la formation des jeunes analystes. La guérison dont parle Nathalie Selzman est celle qui consiste à ouvrir les prisons d'invention, dit-elle joliment. Alors elle aussi se tourne vers l'imaginaire et la littérature. Les prisons d'invention des solutions maladives. La visée analytique, la guérison analytique est antinomique d'une visée directement thérapeutique. Et elle a une formule que j'ai trouvée au cœur de la problématique d'aujourd'hui. Choisir, dit-elle, entre tout équerre et tout cure, entre soigner et guérir, est affaire de priorité immédiate sans suppression de visée générale. Vous voyez qu'elle n'élimine ni l'une ni l'autre. Fonction de l'analyste. Il est amené à exercer des matérialisations et des dématérialisations, à des transformations, lesquelles de la chose en mots, de l'angoisse en bien-être, d'une suffocation constrictive en espace large. Un fil romanesque commun, invisible, puissant, sans qu'on puisse le saisir d'une définition, conduit les successions des épisodes. Dans cet hommage, cette reconnaissance de la narrativité, elle rencontre Ricoeur, bien sûr, sans le savoir. Il forme une chronologie qui dément tous les usages officiels du temps du méridien de Greenwich. Ce fil, on ne peut l'immobiliser, on peut seulement le suivre. Qu'est-ce qui se passe, où et vers quoi? Un roman, une analyse établissent entre qui et qui se déroule une action, quels événements circulent et entre quels partenaires, et naturellement aussi, elle ne le dit pas mais ça va de soi, qui se cache derrière les partenaires identifiés. Il s'agit du caractère magique d'un exercice subjectif. Pendant qu'une vie se déroule, il lui est attribué, à travers chaque épisode, une marque commune, une marque identifiante plutôt qu'identitaire. Là non plus, elle ne sait pas à quel point elle pouvait être proche de Ricoeur. Je ne suis pas sûre du tout que ça lui aurait fait plaisir. Mais, tu parlais tout à l'heure, Jean-Claude, dans des termes tout à fait proches, hein, de la narrativité qui construit de manière identifiante. C'est aussi pourquoi tant de nos patients sont à la recherche ou dans la souffrance des paroles identifiantes manquantes qui leur ont fait du bien quand ils les ont reçues et qui laissent des marasmes importants quand elles ont fait défaut. Elle appelle ça l'alphabétisme inconscient, les condensés identifiants d'une continuité subjective. Mais aux clés de ce déchiffrement, un patient n'a accès qu'en les adressant à un autre, le psychanalyste. L'analyste, lui, dispute le combat d'une connaissance pour que l'histoire de chaque analyse n'aille pas se fracasser contre le mur des fatalités. Son mode d'action,
tenir un combat de connaissances capable d'examiner les souffrances malades afin qu'elles perdent leurs influences des réels. Alors elle dit drôlement le charme des cafetières fêlées, des petits vélos dans la tête, etc. Le terme de guérison possède un avantage que ne possèdent pas les termes de changement ou de mutation. C'est la référence à la maladie. Alors comment Freud parle fort peu de guérison, mais de maladie il parle. Il recommande à ses patients de prendre la maladie au sérieux. Il parle de maladie psychique, le patient doit trouver le courage d'apprendre à fixer son attention sur ses manifestations morbides, non plus considérer sa maladie comme quelque chose de méprisable, mais la regarder comme un adversaire digne d'estime, comme une partie de lui-même dont la présence est bien motivée et où il conviendra de puiser de précieuses indications pour sa vie ultérieure. D'où l'analyse tire-t-elle son pouvoir d'action, de guérison? Qu'est-ce qui, de cette pratique, fait un traitement? On va aller chercher la réponse chez Freud lui-même encore. Il dit à ses pairs, « Quoi que vous puissiez penser de mes résultats, je vous demande de ne pas les tenir pour une spéculation à bon marché. Ils reposent sur l'examen individuel et laborieux de malades avec lesquels j'ai passé une centaine d'heures et davantage. » Freud aussi est allé sur le terrain et au charbon. Ce sont les patients qui lui ont dit « Taisez-vous, écoutez-moi et laissez ma cheminée cuisiner ses vapeurs. » Ce qui est plus important encore pour moi, dit-il, c'est l'attention que vous voudrez bien porter à la méthode dont je me suis servi. C'est une méthode nouvelle, difficile à manier et cependant irremplaçable pour atteindre des buts scientifiques et thérapeutiques. Je dois mes résultats à l'emploi d'une nouvelle méthode de psychanalyse pour éclaircir les voies obscures de l'idéation inconsciente. Autrement dit, les résultats sont dans la méthode. La méthode est d'une originalité unique. C'est l'invitation à l'exercice d'une position subjective inhabituelle, celle de l'état d'esprit du chercheur, mais appliquée pourtant à rien qui soit d'un ordre objectivable, mais à tout le subjectif, dans une mise en suspens et de la maîtrise et de l'intelligibilité. Pour Nathalie Salzman et pour les analystes correctement formés aussi, l'autre est inconnaissable. Mais en même temps, sauf si l'analyste est fou, pas sans pouvoir de possible identification, écho, transfert contre transfert. L'absence de maîtrise congédie le volontariat, l'orgueil thérapeutique et l'orgueil pédagogique. Et la pratique de l'analyse exige encore une autre sorte d'acrobatie, la mise en suspens des modes de mesure, des échelles de valeurs, des hiérarchies de supériorité et d'infériorité, c'est-à-dire du jugement. Alors, comment inscrire les catégories du normal et du pathologique à partir de l'expérience analytique? Comment les inscrire hors des catégories des normes, des valeurs, hors des termes quantitatifs, alors que la maladie est hors mesure? La normalité n'est pas une valeur. La souffrance malade existe avec ses raisons d'être, ses fastes d'invention. La maladie, écrit-elle, est ce qui empêche de savoir ce que l'on sait, de voir ce que l'on voit, de pouvoir ce qu'on peut, de sentir ce que l'on éprouve. Toute forme de la catastrophe psychique ou du désastre psychique qui a été évoqué à plusieurs reprises dans cette journée. On sait bien ce qui se passe dans les effets de guérison d'une analyse. Une porte se ferme. Certaines doivent être fermées et verrouillées. Une fenêtre qui n'existait pas s'ouvre. Une scène s'illumine. Des ténèbres s'installent ailleurs. Des douleurs migrent. La folle du logis s'en va dans un autre coin de la vie cuisiner ses vapeurs. Tout ça ne se quantifie pas, mais se qualifie à peu près. Là aussi, elle est tout à fait proche de Ricoeur.
Vous vous rappelez ce qu'elle a dit d'affaires entre le soin, d'affaires de priorité immédiate dans la présence à un patient. Il ne s'agit pas de satisfaire ou de frustrer des désirs, il s'agit d'aller à la rencontre de ce qui est nécessité. Un analyste comme Winnicott, par exemple, dit si votre patient a besoin de calme, alors il n'y a rien d'autre à faire que de le lui donner. La fiabilité du cadre, plus importante souvent que les interprétations. Ça n'empêche pas Winnicott d'être analyste, que de respecter cela dans la présence de la personne humaine qui l'accueille. Comment en parle aujourd'hui un autre analyste, Robert Higgins, dans un article que vous avez publié à Esprit, je crois, qui s'appelle « Le soin ultime et les robots soignants, un défi de culture ». Il fait remarquer que les care studies se réfèrent à la psychanalyse, mais en mettant moins l'accent sur le désir que sur le besoin, ce qui était déjà une transgression par rapport à la radicalité analytique. Le soin est réponse au besoin, au moins autant que la satisfaction de celui-ci. Alors là, on peut calmer les analystes sourcilleux parce qu'il y a en effet réponse et présence et non pas satisfaction. Winnicott, encore lui, souligne que le besoin précède le désir dans le rapport au monde et à l'autre. Au stade le plus primitif, ce qui importe au petit enfant, c'est que son environnement lui réponde, soit là. Worms va plus loin et nomme besoin vital la relation à une figure individuelle. C'est le désir qui est objectal, alors que le besoin est avant tout relationnel et fait appel à l'interaction. Chez Winnicott, contrairement à Lacan, l'autre est d'abord un autre du besoin qui progressivement deviendra un autre du désir. Et Winnicott nomme l'espace transitionnel un espace potentiel, c'est-à-dire que l'un doit exister pour que l'autre puisse surgir. Mais pour certains, l'analyse ne devrait rien avoir avec toute notion de soin, car trop liée au besoin. Seul importait le désir. C'est une bagarre qui dure encore. Toutefois, un analyste proposa récemment le terme de soin symbolique pour désigner la cure analytique. Le renouvellement de la compréhension du besoin et du soin peuvent permettre de donner tout son poids à ce que disent les patients en fin de vie quand ils remercient leurs soignants d'avoir été là. Parler et faire parler n'est peut-être pas l'essentiel ou pas toujours. Nous, analystes, habitués à garder le silence et à respecter celui de nos patients, sans toutefois le fétichiser, car bien sûr il y a des silences qu'il faut interrompre, nous savons aussi le prix de cet être-là, qui devrait dissiper ce cloisonnement absurde entre besoin et désir, entre soin et analyse. N'envisager le soin, le souci de l'autre qu'en termes pulsionnels et de désir, en mettant au second plan la relation à l'autre, paraît être une impasse de nos jours à des praticiens de plus en plus nombreux. Les perspectives ouvertes par les care studies invitent à une révision métapsychologique. Il n'y a pas à choisir, en tout cas pas à mes yeux, entre une conception strictement structurale de la psyché qui priorise le concept de pulsion et Winnicott, par exemple, pour qui on ne peut se sentir exister que dans le souvenir vivant des liens qui vous ont fait, dans lequel s'est créé le sentiment de notre existence. C'est dans le soin, le besoin, les relations primitives que le désir s'enracine, et c'est l'identification constitutive à l'ensemble humain qui soutient le sujet. Sans relation, il n'y aurait pas de subjectivité. Ça me fait penser à ce que disait Dolto à de jeunes analystes qui lui disaient « Mais comment on fait avant la séance ou après la séance, quand on va chercher le patient dans la salle d'attente, quand on le raccompagne à la porte, comment on fait, comment il faut se tenir, etc. » Et Dolto répondait « Mais comme vous accueilleriez un hôte de marque. Tout est dit. »
Ce « je suis là » inaugural, sans lequel aucun autre « je » ne peut advenir, le soin le répète, la psychanalyse le répète aussi, naturellement, à sa manière et d'une autre façon. En guise de conclusion, je partage avec vous ce récit que me fit un jour une patiente que je rencontrais après la mort de son analyste. La vraie présence, elle l'avait perdu, il était mort, sans lui avoir jamais fait défaut. Elle se rendit alors à Vienne, visita l'appartement de Freud, et à sa totale stupéfaction, quand elle se trouva à côté du divan et devant les statuettes de l'Antiquité de la vitrine, elle se sentit inondée de reconnaissance pour celui qui, mort aussi, avait été là, dans la présence à la parole pour tant d'autres, et qui avait tellement plus tardivement permis la sienne. Voilà, je vous remercie.